Ce programme vous est offert par Illico Cash. Jour de vote pour les sénateurs après les événements malheureux intervenus la semaine dernière au Palais du Peuple. D'ici quelques heures, le bureau définitif du Sénat devrait être connu après une nouvelle tempête au sein de l'Union sacrée, la famille politique du président Tshisekedi. L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC, tel est le thème national retenu pour la journée internationale de la jeunesse édition 2024. La ministre des tutelles, Noéla Aeganagato Nakuipon, a donné le ton dans un message multidiffusé ce lundi annonçant une campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance. Un lundi compliqué pour le sport en République démocratique du Congo. Après l'annonce des athlètes ayant abandonné le drapeau en France, le ministre des tutelles a alerté l'opinion sur un cas de spoliation du terrain du stade de Martyrs. On fera le point tous les lundis comme d'habitude dans un résumé de Christian Bokaya. Mesdames et messieurs, bonjour. La Chambre haute du Parlement devrait avoir son bureau définitif aujourd'hui au terme d'un vote sous haute surveillance des forces de l'ordre après les échauffourées de la semaine dernière. Pour la présidence, Jean-Michel Sama-Lukonde, choix du président de la République lui-même, est bien parti pour l'emporter, mais on observera des duels pour les autres postes tels que la questure où Carola Guito tente de se maintenir ou encore le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition. Le point avec Jean-David Kilolo. Les violons ne s'accordent toujours pas sous les tickets de membres de l'Union sacrée de la nation au bureau définitif du Sénat, malgré les 2 reports de l'élection pour harmoniser la liste et la dernière séance dirigée par Augustin Kabouya, coordonnateur de l'Union sacrée. Certains regroupements politiques ont refusé de faire marche arrière, à en croire les communiqués du bureau provisoire qui indiquent uniquement un retrait Christophe Lutundula au poste de premier vice-président et la substitution au MLC de Jean Bamanissa par Françoise Bemba au poste de rapporteur. À l'UDPS, où le président de la République, qui est autorité morale, a jeté son dévolu à la présidence du Sénat sur son ancien premier ministre Sama-Lukonde. La candidature d'Idrissa Mangala déposée avec pompe au nom du parti n'a pas été retirée de manière officielle. Les militants, surtout ceux de l'UDPS, qui ont fait des audios dans des réseaux sociaux, ont sérieusement critiqué cette décision qu'ils accusent sans jambage de tuer le parti d'Étienne Tshisekedi, en les privant de tous les avantages des 37 ans de combat au profit de ses propres combines, prétendument au nom des alliances. À l'UNC est allié le regroupement de Vital Kamerhe, actuel président de l'Assemblée nationale. L'on a décidé de maintenir Eustache Mwanzi au poste de 2e vice-président. La raison avancée, selon certains cadres de ce regroupement, Vital Kamerhe dit ne pas être prêt à retirer sa candidature au profit des modestes Bahati Lukwebo, au motif que ce dernier avait refusé de retirer la sienne au profit de Vital au poste de président de l'Assemblée nationale et que seule l'élection primaire organisée par l'Union sacrée de la nation les avait départagés. C'est ainsi que l'UNC et alliés veulent lasser que l'élection départage son candidat Eustache Mwanzi et Modeste Bahati Lukwebo, président national de la FDC. Toujours à l'UNC, les mots d'ordre donnés par l'Union sacrée de la nation Félix Tshisekedi s'est limité au profit de Sama-Lukonde Kenge à la présidence, Kalala Wakalala José au poste de premier vice-président et Topé Kabongo à la questure, alors que, selon les caméristes, il a laissé les autres postes ouverts à la compétition. Autre poste où les violons ne s'accordent toujours pas, c'est au niveau des rapporteurs adjoints. Selon la loi, c'est l'opposition qui devra occuper ce poste, en l'occurrence Salomon Idi Kalonda d'ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Mais l'on assiste à une autre bataille. Jean-Claude Baende n'a pas dit son dernier mot. Lui aussi a déposé et n'a pas encore retiré sa candidature. Et si l'on veut réellement laisser ce poste à l'opposition, la candidature de Jean-Claude Baende doit être retirée au nom de l'équilibre politique au sein du bureau du Sénat. De toutes les façons, les réalités politiciennes en République démocratique du Congo sont telles qu'elles sont. Les surprises ne sont pas à exclure. Les heures qui suivent nous en diront un peu plus.
Entre-temps, le président angolais, pays médiateur entre la RDC et le Rwanda dans le conflit armé de plus en plus intense ces dernières semaines, séjournera à Kinshasa à partir de ce lundi pour échanger avec Félix Tshisekedi. Au menu, l'application du cessez-le-feu signé entre les deux pays il y a quelques jours à Luanda. Juste après, Lourenço devrait aussi rencontrer le président rwandais Paul Kagame, récemment réélu avec 99% des voix dans son pays. Ce 12 août, l'humanité célèbre la journée internationale de la jeunesse. En République démocratique du Congo, la ministre des tutelles retient l'attention depuis les premières heures de la matinée avec un message captivant appelant à l'éveil patriotique. Tout comme les Nations Unies, Noéla Aiganagato Nakwipon est convaincue que l'engagement et la participation des jeunes sont primordiaux pour atteindre un développement. Elle a lancé une campagne d'appropriation de la situation du pays par les jeunes dénommée Topesa RDC Chance, entendez par là donner à la RDC sa chance de s'en sortir, de vivre en paix, de se développer et stopper la fuite des cerveaux. Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions ont trait à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage, et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédié, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international communiqué par les Nations Unies, je cite, les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. Par là, je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC. Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Des nouvelles de la sécurité au Nord Kivu. 2 personnes ont encore été tuées, 2 autres gravement blessées dans la nuit de dimanche à lundi au village Bouéné, en territoire de Nyiragongo, par des hommes en armes non autrement identifiés. Un drame qui a eu lieu tout près de la ville de Goma, à l'endroit communément appelé Vision 2020. Les victimes ont été surpris dans un lieu de deuil. En colère, la population a barricadé lundi différentes artères principales dans la partie nord de la ville de Goma, Bouéné, et qui ici à Nyiragongo, paralysant ainsi toutes les activités socio-économiques. La police et l'armée ont été mis à contribution pour tenter de rétablir l'ordre avec des tirs de sommation. L'ultimatum lancé par les conseillers communaux à l'endroit du gouvernement sur leur prise en charge et à la CENI pour l'organisation des élections des bourgmestres touche à sa fin. Réfléchissant sur la suite des événements, ces élus se sont réunis en caucus présidé par Willy Nzembela. Les conseillers communaux ont analysé ce jour la situation en rapport avec l'ultimatum lancé à l'endroit du gouvernement ainsi que de la CENI. Nous profitons de l'occasion pour dire d'abord merci au bureau de l'Assemblée nationale et particulièrement à son président l'honorable Vital Kamerhe qui a accepté avec une oreille attentive d'écouter les préoccupations majeures des élus conseillers communaux. Et au cours de ces échanges, l'honorable Vital Kamerhe a pris l'engagement de porter haut les préoccupations majeures des élus locaux auprès du gouvernement pour que des solutions urgentes soient prises, tout en nous rassurant que d'ici le budget 2025, nos préoccupations majeures seront intégrées.
Les préoccupations qui s'articulent autour de 3 points, dont la prise en charge des conseillers communaux, l'organisation des élections de bourgmestres ainsi que des bourgmestres adjoints et des conseillers urbains, et l'amélioration des conditions de travail et l'implémentation de la politique de décentralisation. Tenant également compte de la réponse de la CENI dans sa lettre adressée à l'honorable Willy Nzembela, que je suis en ma qualité de président du collectif des conseillers communaux, dans laquelle la CENI nous rassure de la tenue de ces élections indirectes dans un meilleur délai. Nous disons, en dépit de tout, le collectif a décidé de surseoir la marche pacifique initialement prévue pour le 15 août sur l'ensemble du pays. Et le collectif appelle les 915 conseillers communaux à rester dans une attitude d'observation de la bonne volonté du gouvernement quant à la résolution urgente de nos préoccupations. L'entrepreneur et master coach, c'est comme cela qu'il se présente. Raphaël Ndjiné a pris part à une réunion importante organisée par Gabriel Olangui dans le cadre de sa fondation. Il a fixé l'opinion sur le projet de construction de la base auxiliaire du ministère chrétien du combat spirituel à Dallas, aux États-Unis. Étant partenaire du ministère chrétien du combat spirituel, le master coach Raphaël Ndjiné a participé à la réunion d'information organisée par le représentant légal de cette église, Alain Gabriel Olangui. Après avoir axé son message sur la prospérité, le président de la fondation Olangui Osho a présenté aux combattants cet entrepreneur à succès et porteur du projet de construction de leur cité à Dallas. Prenant la parole, Raphaël Ndjiné a reconnu le travail fait par l'Église depuis plusieurs années. C'est un fils de Dieu le Père, il est chrétien comme nous, et depuis qu'il m'a rencontré il y a 2 ans, il est en train de s'attacher au ministère. Le fondateur de l'entreprise immobilière Dispensation Investment Group a expliqué aux fidèles l'évolution du projet de construction de la base auxiliaire du ministère chrétien du combat spirituel dans l'État du Texas à Dallas. Nous avons rabattu aussi vers l'Afrique pour encourager les familles. Si l'enfant est aux États-Unis et il est en location, c'est pas facile de prendre le crédit ici pour payer les choses aux États-Unis. On s'est dit non. Notre communauté chrétienne, parce que le monde construit le royaume, nous devons basculer cela vers les chrétiens pour faciliter la transition de la location à être propriétaire. Cette cité, qui sera construite aux USA, tient à l'expansion et réalise la vision du couple Olangui sous le leadership de leur fils Alain Gabriel Olangui. Le collectif des associations et personnes qui soutiennent les députés nationaux Alphonse Ngoï Kassanji ont organisé une marche de soutien pour exprimer leur solidarité envers leur leader. Sous la direction de Faustin Biya et de son comité organisateur, les manifestants ont vigoureusement réclamé pour que le vrai droit soit dit en rapport avec le dossier de la parcelle occupée actuellement par Gabriel Mokia. Partis de l'ancien bâtiment de la Airtop en direction du gouvernorat, les manifestants se sont vus refuser l'accès à l'intérieur du bâtiment. Nous avons le certificat d'enregistrement connu qui date de longtemps. Et ce certificat d'enregistrement n'a jamais été attaqué. C'est ce qu'on est là. Malgré cet obstacle, la détermination de Faustin Biya et des manifestants a été telle qu'ils ont réussi à présenter leur mémorandum à l'entrée du gouvernorat. Dans ce mémorandum, les collectifs des mouvements associatifs de soutien à Alphonse Ngoï Kassanji a mis en lumière une injustice flagrante subie par les députés nationaux il y a quelques années. Considérant que l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji est le vrai, l'unique et le seul propriétaire de la parcelle dont il détient le certificat d'enregistrement, nous exigeons ce qui suit. La réparation de cette injustice, la réinstallation de l'honorable Alphonse Ngoï Kassanji dans sa parcelle, des poursuites judiciaires à l'encontre de tous les faussaires ayant orchestré cette magouille. Enfin,
nous réitérons notre soutien indéfectible au magistrat suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne se laisse pas dans ses efforts pour l'instauration d'une vraie injustice. Le collectif a demandé instamment la réparation de cette injustice, la réintégration d'Alphonse Ngoï Kassanji dans sa parcelle et des poursuites judiciaires à l'encontre de ceux ayant orchestré cette manœuvre frauduleuse. En Afrique, ce lundi 12 août, selon le bilan fourni par les forces de l'ordre, 19 personnes ont perdu la vie dans une tragédie samedi dernier à Kampala, capitale de l'Ouganda. C'était suite à des fortes pluies et a entraîné l'effondrement d'une décharge. 23 morts, dont 5 enfants, tel est le bilan de l'effondrement d'une vaste décharge qui a eu lieu ce samedi dans la capitale de l'Ouganda, Kampala. Selon nos confrères locaux, de maisons, de personnes et des animaux d'élevage ont été engloutis sous de montagnes de déchets à la suite de cet éboulement provoqué aux premières heures de la journée par de fortes pluies. Le président Yoweri Museveni a déclaré avoir ordonné aux forces spéciales de l'armée de participer aux recherches de survivants et a demandé qui avait autorisé les gens à vivre près d'un tas de potentiels toxiques et dangereux. Jusqu'ici, 14 personnes ont été sauvées suite à la mission de sauvetage engagée par les autorités du pays. C'est ce qu'annonce le porte-parole de la police Patrick Onyango. Il estime qu'à près de 1000 personnes seraient coincées sous les ordures. De son côté, le commissaire du quartier Yacine Linde, après avoir visité le lieu du drame, estime qu'il y a peu d'espoir de retrouver des survivants, ajoutant que les autorités mettaient en place des abris temporaires pour les personnes affectées par le désastre. M. Linde a également critiqué l'empiètement des habitants du quartier sous les décharges qui ont ouvert de brèches dans la clôture entourant le lieu et se sont installés sur les sites. Par ailleurs, le maire de Kampala a estimé dimanche auprès de nos confrères de l'AFP que beaucoup d'autres personnes pourraient être coincées sous les tas d'ordures. Dans un communiqué publié sur X, le président Museveni a annoncé avoir ordonné de verser aux familles des victimes 5 millions de shillings ougandais, soit 1230 € pour chacun tué, et 1 million de shillings, soit 246 € pour chaque blessé. C'est depuis hier que les linteaux des Jeux Olympiques ont été tirés à Paris avec les États-Unis qui ont gagné la part belle en football. Maniema Union s'est envolé pour la Zambie, affronter Ngezi Platinum du Zimbabwe. Le point avec Christian Bokaya qui me rejoint comme tous les lundis de l'autre côté du plateau pour le panorama sportif dans ce tableau juste derrière lui qui présente la cérémonie des clôtures des Jeux Olympiques. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Christopher, bonjour à toutes et à tous et vous aurez certainement le temps de déguster un tout petit peu cette cérémonie des clôtures. Bien que vous n'ayez pas fait le déplacement de Paris comme prévu initialement, vous avez quand même suivi à la lettre toutes les disciplines, toutes les compétitions, toutes les médailles, comme Antoine Griezmann. Et hier, c'était la fin. C'était la fin, mais nous avons suivi ça de près puisqu'en 2028, nous aurons certainement beaucoup de chances d'être aux États-Unis. Raison pour laquelle il faut déjà suivre les derniers jeux pour être au bain, plutôt pour être au parfum de ce qui va se faire en 2028. Alors le glas a sonné bien sûr hier à Paris au cours d'une cérémonie splendide au stade de France Christopher. Les sportifs du monde ont beaucoup aimé ces Jeux Olympiques durant 15 jours. Nonobstant tout ce qui a été dit avant le jeu, rappelez-vous l'insécurité, difficulté des transports avec des longues files d'attente. Les Français craignaient beaucoup cela. Alors selon plusieurs médias, les Français sont apaisés maintenant du fait qu'il n'y a pas eu attentat en France pour détruire en tout cas l'ambiance de ces Jeux dans l'ensemble de la ville. Lumière a relevé les défis de l'organisation de ces Olympiades. On va dire un siècle après, on va voir l'extrait de cette cérémonie de clôture hier au Stade de France. Avec, semble-t-il, beaucoup des signes subliminaux sur les réseaux sociaux. On a longtemps eu ces débats d'ailleurs sur des messages démoniaques peut-être qui auraient été diffusés lors des deux cérémonies d'ouverture et de clôture. Bon, de clôture, c'est pas trop parce que je ne suis pas expert en la matière. Mais lors de jeu, lors de l'ouverture, c'est vrai que ça fait jaser. La conférence des évêques de France avait critiqué cela, mais également la Rome aussi. Bon, on attend un peu pour la cérémonie des clôtures. Peut-être que les experts analysent les images avant de nous en dire plus. En tout cas, ce ne sont que des analyses. Ce qui est certain, c'est le tableau de médailles. Et les États-Unis sont arrivés en tête
comme c'était difficile, Christopher Ochokum, de finir en tête de ces tableaux de médailles au dernier virage, les USA et la Chine étaient bien évidemment 2 finales en basketball. Et toutes, c'était bien sûr devant les USA. D'abord chez les dames, comme on peut bien voir sur ces images. C'était bien sûr la finale disputée hier, une finale qui était très serrée. Score final du match 66-67 en faveur des USA. Et chez les messieurs, on avait assisté à une finale à couper les souffles, en tout cas. Le remake de la finale des JO Tokyo 2. Une habitude pour certains, parce que c'est depuis 2008, sauf si je me trompe, que les États-Unis finissent médaille d'or en basketball. 2008, d'ailleurs, Kevin 2012, 2016, 2020 et 2024. Oui, d'ailleurs, Kevin Durant a participé a gagné en tout cas toutes ces médailles. Oui. Et il avait manifesté en fait sa colère avant la finale contre la France, puisque lors des JO Tokyo 2020, qui s'est joué bien sûr, ou qui se sont joués en 2021, la France avait battu les USA en phase de groupe. Et depuis toujours, la finale, ou les différentes finales entre la France et les USA est devenue, en tout cas, on va dire, très, très serrée. Mais surtout, il faut préciser. Pourquoi Steph Curry a manifesté tout ce qu'il a pu manifester? C'est parce que dans son parcours, il n'a jamais gagné une médaille olympique. Et pour lui, c'était une occasion en or de pouvoir battre la France chez elle et gagner bien évidemment une médaille olympique qui manquait bien sûr dans son armoire. Très bien. On va, si le spectacle a été beau, que ce soit pour la France, la Chine ou les États-Unis, pour la République démocratique du Congo, c'était la catastrophe du début à la fin. Christian Bokaya, il n'y a eu aucune bonne nouvelle pour la RDC. Aucune, en tout cas, que ce soit sur terrain, sur les rings ou en dehors du terrain. On a fait parler du Congo comme mal. La preuve, les sprinteurs congolais Dominique Lasconi Moulamba a été testé positif pour avoir utilisé une substance interdite par International Testing Agency. Est-ce qu'on sait de quoi il s'agit? Non, le produit n'a pas été indiqué. Il a utilisé un produit non autorisé par les comités ou la commission d'antidopage. On ne sait pas trop. Il est congolais, peut-être qu'il a mangé ce que nous mangeons quotidiennement ici. Pourtant interdit ailleurs, Christopher. Alors l'athlète congolais engagé au 100 mètres en athlétisme a été suspendu, mais il a encore la possibilité de contester sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport et demander l'analyse de l'échantillon B. L'autre nouvelle, bonne ou mauvaise, ça dépend, c'est cette prétendue fuite des athlètes congolais, dont les sprinteurs Lasconi Moulamba. Lui testé positif? Oui, qui a été testé positif. Il a pris la fuite aussi? Non. Bon, ici, il faut démentir l'info. Avant de monter sur ce plateau, j'ai eu le manager de Marcella Sakobi au téléphone, M. Godefroy de Mwamba, qui m'a dit que Marcella va rentrer au pays. Non, déjà, elle est en route pour Kinshasa. Et puis Dasso Kisoka qui rentre demain soir. Dasso Kisoka, c'est le judoka. Ouais. Seuls les nageurs, Aristote Ndombe. Ton jumeau. Ben, ça, je sais pas. Celui qui te ressemble comme une goutte d'eau. C'est vous qui lui là derrière vous. Ben, c'est vous qui le dites. Bon, jusque-là, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur lui. Sinon, les autres vont Son téléphone ne passe pas. Bon, je ne sais pas trop. J'ai essayé de joindre ceux qui sont à Paris. Ils ne m'ont pas donné assez de détails. Mais sinon, aucun athlète officiellement n'a pris fuite. Attendons voir jusqu'à demain soir ou mercredi. On reviendra avec des bandes d'infos. Mais sinon, les informations que nous avons, il n'y a aucun athlète congolais jusqu'ici qui a fui à Paris. D'accord. Mais même à Kinshasa, les nouvelles ne sont toujours pas bonnes pour le sport congolais parce qu'on pourrait se préparer pour 2028. Vous avez dit, vous n'êtes pas allé à Paris, mais vous vous projetez pour Los Angeles. Déjà. Mais que feront les athlètes si le site du stade Omnisport de Martyrs est spolié entre-temps? On ne va pas construire une piscine olympique, mais plutôt un hôtel, on a appris. Un hôtel, mais également une station des services, une station-service, selon ce que nous avons appris dans une vidéo, bien évidemment, devenue virale sur les réseaux sociaux. On est en train de voir le ministre, l'actuel, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, lors d'une inspection au stade de Martyrs. Il a découvert qu'il y a une agence ou une entreprise qui construit une station-service au stade de Martyrs de la Pentecôte, mais également un hôtel. Alors, selon certaines sources, il y a eu, bien avant son arrivée au pouvoir, des ministres qui avaient signé un contrat avec une agence dont le nom n'est pas cité
un contrat de 15 ans pour un montant de 6 000 $ le mois. Ça veut dire que l'agence avait déjà payé 10 mois, de 10 ans, il ne restait que 5 ans. Voilà, jusqu'à la preuve du contraire. Il paye 6 000 $ par mois. Par mois, pendant 10 ans. Et cet argent a été déjà versé dans, entre guillemets, je ne sais pas trop si il faut si peu pour construire au stade de Martyrs? On peut construire, mais on ne peut pas construire des infrastructures qui ne vont pas bénéficier aux athlètes. C'est un site reconnu pour un hôtel peut-être, une station-service, pas du tout. Surtout qu'il y en a juste en face. Il y a déjà une station-service en face. Mais pas dans l'enceinte du stade. Parce que là, on s'est dit, le stade Omnisport de Martyrs est réputé, en tout cas, pour avoir déjà... Il y a déjà l'aréna qui est à côté, mais construire une station-service, ce serait très compliqué. Mais je voudrais d'abord qu'on écoute ici le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbo, qui fustige, en tout cas, on va dire par ricochet ou indirectement, les comportements de ses prédécesseurs. Suivant. C'est vraiment amer. La première chose, c'est qu'on a laissé le temps. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ses équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi? La CAF, la FIFA, ils vont nous retirer l'homologation. Les grands matchs ne pourront plus se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit. On nous parle d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils ont de l'autorisation du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là. C'est lui qui est censé construire. Monsieur, venez. On lui pose la question. Il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas, mais ils sont en train de mettre en place une station. C'est scandaleux, hein, à la limite, comme le disait Glody Matoula tout à l'heure. Imaginez un scénario, derby de Kinshasa, Vita Imana et une station qui prendrait feu suite à l'agitation des supporters. Ouais, c'est sûr. On l'essaie depuis toujours. Vous avez parlé de Vita Imana, mais depuis un temps, le match des Léopards draine en tout cas du monde. Imaginez qu'il y a des supporters qui n'ont pas accès au stade, qui sont aux alentours en cas de dérapage. Mais même s'il n'y a pas une station-service, mais ceux qui seront logés ne seront pas à l'abri du danger. Donc il faut voir, il y a des sites où il ne faut pas ériger des choses outre que ce qui a été déjà dit en amont. Mais si vraiment nous sommes sérieux, une fois de plus, je pense que la chaîne est vraiment longue parce qu'un ministre des Sports ne peut pas vendre un terrain appartenant à l'État. Je crois qu'il y a des ministères habilités à le faire. Donc, si on ouvre vraiment cette boîte à pendant, il y a des têtes qui vont tomber, Christopher Ocho. En attendant de voir Claire Christian Bokaya, on va parler des interclubs de la CAF. Oui. Il y a Maniema Union qui est en route pour la Zambie actuellement pour affronter un club zimbabwéen. Ouais. Il n'y a pas de stade zimbabwéen? Non, il y a un stade homologué par la CAF, non. Ah. Voilà. C'est le même problème que nous il y a 2-3 ans. Bah, peut-être maintenant aussi, hein, puisque c'est tantôt plus tôt, mais bon, on sait qu'on va jouer... On n'a pas encore de confirmation. Bon, on sait qu'on va jouer la Guinée le 6 septembre à Kinshasa. C'est encore homologué, les stades de Martyrs. Alors, les Kambelembe et les Christopher sont passés par l'Afrique du Sud pour allier la Zambie, où ils seront reçus ce week-end par Ngezi Platinum du Zimbabwe. Avant de s'envoler pour la Zambie, le club de Kindu a pris suffisamment de temps de se préparer pour ne pas rater son entrée en lice. Par contre, Mazembe, avec club et le FC Saint-Éloi Lupopo ont été exemptés du premier tour. Voilà ce qu'on peut dire concernant les nouvelles de Maniema Union, mais également les nouvelles d'autres clubs qui se préparent et qui vont bien sûr entrer en lice au second tour. On va terminer avec des nouvelles de l'Europe, en Angleterre notamment. C'est cette semaine que le football revient en Europe avec la Super Coupe, avec la Liga, avec la Premier League. Mais entre-temps, Manchester City a déjà donné le ton lors de cette démarrage de saison. Apparemment, Manchester City est insatiable. Même avant le début de la saison, Manchester City a toujours cette soif de gagner. Les Sky Blues ont remporté samedi la Super Coupe d'Angleterre. C'était bien sûr à Wembley. L'équipe de Manchester City, dirigée par Pep Guardiola, a battu Manchester United au tir au but, soit 7 tirs réussis contre 6 de Manchester United. Le match, dans les temps réglementaires, s'est terminé sur le score d'un but partout.
Alors on a vu les sacrés Onana, parce que la première ligue sera de retour, en tout cas c'est au week-end. Et on va savourer en tout cas ces beaux moments que nous aimons tous. Et entre-temps en Allemagne, Harry Kane et le Bayern Munich ont pu soulever, bon, parlons d'abord d'Harry Kane qui a soulevé le premier trophée de sa carrière après avoir remporté la visite. Pardon? Sans la joie. Non, sans la joie, puisque... Si j'ai vu, il a contesté, il ne voulait pas soulever le trophée à un moment. Ben oui, parce qu'il a évolué pendant, je crois, plus d'une dizaine d'années à Tottenham. C'est le club qui l'a vu grandir et ce sera quand même aberrant de soulever, de festoyer ou de célébrer un trophée face à ces clubs-là. Alors, Harry Kane a gagné ces trophées. Le problème, ce n'est pas contre Tottenham Hotspur. Le problème, c'est les trophées en question. C'est Visit Malta Cup avec le Bayern Munich face à Tottenham. Un trophée qui a fait jaser. On s'est dit, oui, ouf, il a finalement gagné. Mais quel type de trophée? Visit Malta Cup. On s'est dit, c'est peut-être la saison sera bonne pour Harry Kane qui a gagné au moins un premier trophée de sa carrière. Alors c'est une victoire qui fait parler. Pourtant le succès du Bayern Munich au terme de sa tournée de préparation lors d'une double opposition avec Tottenham aurait dû passer totalement inaperçu, mais pour deux raisons liées à Harry Kane. L'affaire fait bien sûr au parler. On va finir, Christopher, avec la nouvelle de la Super Coupe d'Europe avec le 12 août. De peu, ça aurait été face au Bayern Leverkusen, souvenez-vous, qui était auteur d'une saison spectaculaire, mais malheureusement, Atalanta a mis fin à sa série de victoires. Et de quelle manière? On avait vraiment attendu ces moments, parce qu'on se disait Leverkusen qui était invincible, que ce soit en Bundesliga, en Europa League, mais également en Coupe d'Allemagne, parce qu'ils ont gagné la Bundesliga, ils ont gagné la Coupe d'Allemagne. C'était en tout cas très compliqué, sauf que là, il y a un Africain qui avait brisé ses brevets d'invincibilité, Lookman, le joueur nigérian qui évolue bien sûr au sein de la formation d'Atalanta. Merci beaucoup Christian Bokaya pour ce magnifique tour d'horizon sportif comme tous les lundis. C'est moi qui vous remercie, Christopher. Ce journal est terminé, vous l'aurez compris. Je vous rappelle les titres avant la revue de presse. Jour de vote pour les sénateurs après les événements malheureux intervenus la semaine dernière au Palais du Peuple. D'ici quelques heures, le bureau définitif du Sénat devrait être connu après une nouvelle tempête au sein de l'Union sacrée, la famille politique du président Tshisekedi. L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour le développement durable en RDC, tel est le thème national retenu pour la journée internationale de la jeunesse édition 2024. La ministre de tutelle, Noëlla Aeganagaton-Akupon, a donné le ton dans un message multidiffusé ce lundi annonçant une campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance. Un lundi compliqué pour le sport en République démocratique du Congo. Après l'annonce des athlètes ayant abandonné le drapeau en France, le ministre de tutelle a alerté l'opinion sur un cas de spoliation du terrain du stade de Martyrs. On a fait le point, comme tous les lundis, dans un résumé de Christian Bokaya. Tel qu'annoncé tout à l'heure, Benjamin Moudiata va me rejoindre sur ce plateau pour la revue de presse. De l'autre côté du plateau entre Benjamin Moudiata. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, Christopher Ochokoum, et bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, ce sujet qui n'a pas été évoqué dans le journal, la crise au sein du parti présidentiel UDPS. Augustin Kabouya aurait été relevé de ses fonctions de secrétaire général. Eh bien, ça fait la une des journaux parus ce lundi, Christopher. C'est donc à l'issue d'une session extraordinaire. Hier, dimanche 11 août à Kinshasa, que la Convention démocratique de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS a décidé de relever Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général du parti présidentiel. Dans son article titré « Crise à l'UDPS », Augustin Kabouya relevé de ses fonctions de secrétaire général. Le média en ligne radio okapi.net renseigne que la Convention démocratique dit avoir pris cette décision après analyse de rapport de la commission de médiation constituée des députés nationaux de l'UDPS et de la commission
commission des disciplines sur la crise qui secoue ce parti depuis quelque temps. Dans média, un autre Christopher, actualité.cd, a titré à ce sujet « Changement à la tête de l'UDPS, Augustin Kabouya remplacé par l'intérimaire Deogracias Bizibou ». Dans son article, le Chevalier de la Plume souligne que cette décision de la CDP sera indubitablement contestée par la sphère Kabouya et qui avait depuis quelque temps avant les assises rappelé que les prérogatives de la CDP sont celles d'un organe de concertation et non de décision. En attendant, Christopher, le fruit des contestations qui se présentent déjà d'ailleurs, l'on peut noter qu'il y en a qui ont salué les départs de Kabouya, comme dans ces titres évocateurs de Mediacongo.net, comme vous pouvez le lire derrière moi à l'écran, où l'on peut lire Mbata à propos du mandat de Kabouya au sein de l'UDPS. Je cite, « Il était la somme de toutes les antivaleurs contre lesquelles nous nous sommes battus jusque-là. » Le journal Le Colibri, de son côté, s'est intéressé à l'élection du bureau définitif du Sénat aujourd'hui. Alors c'est là aussi fait la une, j'ai même suivi dans votre journal, le numéro du journal Le Colibri Presse paru ce lundi 12 août 2024. On nous fait savoir déjà à la une que c'est après près de 4 mois d'attente que le Sénat sera finalement doté d'un bureau définitif. Pour le poste de président du bureau, tel qu'on peut le lire déjà à la une, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a parié sur Jean-Michel Sama Lukonde dans les cadres de l'Union sacrée de la Nation. Toujours à la une, à Christopher, nous avons ce titre en gras. Moïse Ekumbo Longoulou, candidat à la questure du bureau définitif du Sénat. Dans ses colonnes intérieures, les Chevaliers de la Plume martèlent sur combien Moïse Ekumbo mérite la questure du Sénat. Le jeune sénateur vise consciencieusement, dit l'article, d'assurer la continuité de la transparence, la bonne gouvernance et l'efficacité, telle qu'il l'a démontré au bureau provisoire, selon la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ceci étant, Christopher, en ce jour d'élection pour le bureau définitif, l'attention se porte bien sur celui que ses collègues appellent déjà futur questeur du bureau définitif, Moïse Ekumbo Longoulou. La question de la liberté de choix, Christopher, est aussi abordée dans le Colibri Presse, cette fois-là dans l'éditorial. Ce média pose une question. Les sénateurs choisiront-ils avec sagesse? La liberté de choix est en jeu. Ici, les médias soulignent que la liberté de choix des sénateurs est un principe fondamental, Christopher, qui garantit que chacun peut élire ou sélectionner les dirigeants sans contrainte externe. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi 12 août, Christopher. Merci beaucoup, Benjamin Modiata, pour ce tour d'horizon. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.